tous, j'espère que vous allez bien. Le temps d'une émission, le Max s'est téléporté dans les jardins du Trocadéro. Regardez la vue, elle est pas belle. La Tour Eiffel, rien que pour vous, sur Campagne TV. Tout ça à l'occasion de la Nuit Verte. La Nuit Verte, c'est un événement qui met à l'honneur les agriculteurs de la région d'Île-de-France avec des parcours pédagogiques, des rencontres avec les agriculteurs, bien sûr la dégustation des bons produits de ce terroir, mais aussi des concerts à suivre bien sûr pendant ces 2 jours. Alors la devise de la Nuit Verte, c'est voir l'agriculture sous un autre jour. Ben, ça tombe bien parce que c'est aussi notre devise sur Campagne TV. Donc on a décidé de vous concocter un magazine, mais alors 100% éco-responsable avec des chroniques encore plus vertes aujourd'hui. Eux aussi, d'ailleurs, ils se sont mis au vert pour l'occasion. Il s'agit des journalistes du MAG. Et je reçois cette semaine Emmanuel Saporta. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fred. Comment ça va? Ravi d'être là, devant la Tour Eiffel, c'est magnifique. Pour vous beau, parler de l'écologie et de la biodiversité. C'est ce qu'on va faire avec vous. Biodiversité, protéger la nature. Tout un programme que vous allez nous décrire dans quelques instants, c'est ça? Oui, la protéger, l'observer. Vous allez voir, c'est simple et c'est très ludique. Eh bien, on en parle avec vous. Merci Emmanuel. À vos côtés, il y a Baudouin de Ségonzac. Comment ça va Baudouin? Ça va très bien, merci. Il est content d'être là? Oh, mais il est ravi, on est en plein air. Après tout, c'est la nature, c'est la nuit verte. Alors avec vous, on va parler du fait de jeter. Jeter, c'est pas bien, ça pollue. Jeter, c'est pas bien. Il existe bien d'autres solutions. On peut réparer, on peut donner, on peut recycler. Donc on va voir ça tout à l'heure. Oui, on va parler de l'électroménager que bien souvent on jette là où il ne faut pas. De façon inconsidérée, là où il ne faut pas, alors qu'on pourrait parfaitement faire autre chose. Merci beaucoup. Et à vos côtés, il y a Suzanne Mété. Comment ça va, ma Suzanne? Super, ça va bien. Fred. On a mis sa petite chemise à carreaux. Oui. C'est cool. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui? Eh bien, on va parler de légumes oubliés. Des légumes oubliés? Oui, madame. Vous les avez oubliés, vous, vos légumes? Je les ai pas oubliés, vous allez voir. On en parle dans quelques instants de ces bons légumes oubliés. Et voilà, le relais est donné à Ignace. Bonjour, Ignace Fred. Manquin. Ignace, comment ça va? Écoutez, ça va parfaitement bien. Et moi, figurez-vous que je vais vous emmener, vous balader. Ouais. Je vous emmène en Bretagne, dans un endroit qui est absolument extraordinaire, dans un endroit qu'on appelle les Côtes d'Armor. Ah oui, on connaît et bien. sur une île absolument fabuleuse, dont je vous dirai le nom tout à l'heure. Allez, suspense. On en reparlera à la fin de cette émission. Pour l'instant, eh bien, c'est l'heure de la première rubrique, la rubrique Jardin et Nature. C'est parti. Alors Emmanuel, devenir un observateur de la nature et protéger la biodiversité, c'est un programme que vous nous proposez. Comment ça se passe? Alors vous allez voir, c'est très simple. Je suis sûre, Frédéric, qu'en vous baladant un jour dans la nature, vous avez craqué devant le vol d'un papillon, d'un oiseau, vous avez trouvé une fleur charmante au bord d'un chemin. Et peut-être que même parfois, vous l'avez saisi avec votre appareil photo, vous avez saisi cet instant qui vous a fait rêver. Donc, quelque part, vous étiez déjà une observatrice de la nature. Donc, je vous propose de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire en vous engageant un petit peu plus, en rejoignant un programme d'observation de la nature. L'objectif, il est double, hein, c'est de s'inscrire dans un mouvement de sciences collaboratives, c'est-à-dire d'observer la nature, de partager ces données avec un maximum de personnes et puis d'en faire profiter la science en faisant remonter ces données, en fait, ces données du grand public. Alors, concrètement, ça consiste en quoi l'adhésion à ces programmes de biodiversité et de protection de la nature? Alors, c'est très simple. Alors, ces programmes d'observation de la biodiversité, ils sont notamment portés par le Muséum national d'histoire naturelle et par un site tout simple qui s'appelle Viginature. Donc, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur ce site Viginature, de s'inscrire en ligne, c'est très simple, et ensuite de choisir les thématiques qui nous intéressent. Alors, il y en a des tonnes, hein. Plusieurs, on va dire. Il y a notamment un observatoire des oiseaux, un observatoire des papillons, un observatoire des bourdons. On peut observer des tas comme ça d'animaux, de la faune, de la flore, de la nature. On s'inscrit en ligne, on fait des photos, on prend des notes et on reporte toutes ces notes sur un site. C'est très simple. Et ensuite, ces données qui sont collectées, elles sont partagées et elles sont exploitées, on va dire. Donc ça veut dire qu'on peut observer la nature et témoigner bien sûr de l'état de la biodiversité, donc c'est une démarche citoyenne, mais est-ce qu'on peut le faire dans la France entière avec ce programme de Viginature? Tout à fait, on peut le faire dans la France entière. Alors aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 programmes comme ça participatifs qui sont ouverts au public. On recense à peu près 15 000 observateurs répartis dans les 4 coins de la France, donc c'est déjà pas mal, hein. Ça veut dire que le sens citoyen est quand même bien développé parmi nous. Et grâce à toutes ces interventions, à toutes ces données qui ont été remontées, si on veut dire, dans les bases, on a pu aujourd'hui produire une centaine déjà de documents à valeur scientifique
statistiques qui nous disent par exemple quelle est la répartition des oiseaux de nos jardins en France. Est-ce qu'ils sont plutôt en baisse? Est-ce que les populations sont en baisse, sont en hausse? Est-ce qu'on a davantage d'espèces de papillons? Est-ce que certaines sont menacées? Voilà, tous ces chiffres et toutes ces photos que l'on peut récupérer et mettre dans les ordinateurs et faire passer à la moulinette pour les analyser, ça nous donne des informations donc sur la santé un petit peu de la biodiversité dans notre pays. Voilà. Et est-ce que ces programmes sont adaptés à toutes les générations? Est-ce que les enfants peuvent participer à cette démarche citoyenne? Oui, et ils sont d'ailleurs particulièrement intéressés. Donc c'est typiquement observer la nature, c'est typiquement une activité qu'on peut faire en famille, ouais. Mais aussi dans les écoles. C'est un petit peu vraiment le premier terrain où on peut s'exercer, à tel point que Viginature a développé un programme spécialement adapté aux élèves des écoles. Donc aujourd'hui, on peut, avec sa maîtresse, son maître, s'inscrire en ligne aussi et aller observer. Alors j'ai noté quelques informations. On peut aller observer les escargots, les plantes sauvages, les chauves-souris, les vers de terre. Chauves-souris, ouais, pas donc, mal ça. C'est très ludique. Ça avait été testé à l'échelle de l'Île-de-France. Justement, aujourd'hui, on est à Paris, donc on peut en parler. Ça avait été testé dans quelques écoles en Île-de-France et ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui, c'est étendu à l'ensemble des académies françaises. Donc voilà, pour la rentrée scolaire prochaine, je pense que ça vaut le coup d'inciter les écoles à s'inscrire dans ces programmes. Voilà. C'est une super idée. D'ailleurs, vous qui nous regardez, n'hésitez pas peut-être à relayer l'information avec vos enfants et dans les milieux scolaires, parce que c'est une belle initiative, en plus qu'il y a une vraie raison d'exister, un vrai objectif. Et bon, les vacances approchent, et puis Ignace tout à l'heure va nous emmener au bord de la mer, justement. Oui. Donc j'en profite juste pour faire un écho sur un des nouveaux programmes, parce que c'est un tel succès qu'on ouvre d'autres programmes. Donc il y a 2 programmes vraiment super pour l'été. Il y a un programme d'observation qui s'appelle BioLit, qui veut dire observation de la biodiversité du littoral, qui vient d'être créé. Donc je me suis inscrite et je prévois pendant mes prochaines vacances d'aller photographier sur la plage les algues, les bigorneaux, les crabes, etc. On note le lieu, l'heure, etc. Et on fait remonter ces infos. Donc à Bréa, je suis sûre qu'il y a... Pardon, elle a dévoilé la surprise d'Ignace. Non, voilà, vous n'avez rien entendu. 30 secondes, Ignace. Pour dire 30 secondes, Ignace. De la LPO, c'est la Ligue pour la protection des oiseaux, et c'est un organisme qui, sur le littoral et aussi sur les littoraux lacustres, permet de faire la même chose, mais sur les oiseaux de mer et de terre. Et c'est quelque chose qui, pareil, participe à toutes les migrations saisonnières d'oiseaux. Des observateurs comme ça sont situés sur tout le littoral en France. D'accord. Et on s'inscrit où et comment, alors, Emmanuel? Encore une fois, on s'inscrit, on tape Viginature en ligne sur Internet. Donc Viginature, c'est VIGI, c'est ça? VIGE-nature. Vous voulez exactement, ce sera reporté, mais c'est VIGE-nature tout attaché.fr. Et on choisit les thématiques qui nous intéressent. Donc vous avez oiseaux, amphibiens, etc., insectes, et vous vous inscrivez, et puis vous faites ça en famille, et c'est vraiment très sympa. Et vous pouvez avoir accès à l'ensemble des données exploitées, à une carte de France qui répertorie justement les populations d'insectes. Et puis pour les Parisiens, les Franciliens, il y a un programme qui marche très très bien à l'échelle nationale, mais notamment à Paris, c'est Sauvages de ma rue. Qu'est-ce que c'est Sauvages de ma rue? C'est l'observation des plantes qui poussent sur les bords de nos trottoirs, au pied des arbres. Ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais qui ne sont pas du tout des mauvaises herbes. Et en fait, ça a été lancé il y a peu de temps, il y a quelques années, je crois maintenant, et ça fonctionne très bien, parce qu'alors, justement, aujourd'hui, dans les villes, on laisse quelques espaces verts comme ça reprendre leurs droits. C'est une belle idée. On ne met plus de produits chimiques et justement, du coup, on peut observer ces plantes sauvages qui poussent un peu partout dans nos villes. Voilà. Bien, merci beaucoup, Emmanuel Saint-Porta. Je vous en prie. C'est le moment de retrouver Baudouin dans la rubrique Vie pratique. Alors Baudouin, il paraît que l'on jette de plus en plus nos appareils électroménagers. Il faut dire qu'ils ont une durée de vie de plus en plus courte. Voilà. Oui, alors ça tient aussi à un autre phénomène, c'est que le prix des appareils électroménagers, des équipements blancs et bruns, comme on dit, les équipements de la maison, les prix ont baissé considérablement ces dernières années. Donc on est tenté d'en acheter de plus en plus. On est suréquipé en électroménager, en lave-linge, en baladeur, en téléphone, ordinateur, j'en passe, et des meilleurs. Donc on a de plus en plus d'équipements. Et ma foi, quand ces équipements cassent, on hésite à les faire réparer parce que c'est souvent plus cher de les faire réparer que d'en racheter un autre. Et dans ce cas, donc, on s'en débarrasse. Aujourd'hui, par exemple, 17%, on a noté que les appareils électroniques que l'on faisait réparer étaient en baisse de 17%. Donc ça montre bien qu'on a tendance davantage à jeter qu'à faire réparer.
Mais est-ce que ça veut dire que c'est d'abord un problème de qualité ? Alors, plus qu'un problème de qualité, c'est un problème de durée de vie, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Il se trouve qu'on est confronté à un phénomène qui s'appelle l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, qui est un terme un peu barbare, pour dire que les appareils, les équipements sont conçus pour une durée de vie donnée. Et que, au terme de cette durée de vie, ma foi, vous avez de fortes chances pour que l'appareil en question vous lâche. On est d'accord, les amis, là, je ne m'adresse pas qu'aux femmes. On a tous remarqué que nos machines à laver, nos aspirateurs ont une durée de vie quand même limitée. Oui, on a beau y faire attention, malheureusement, à un moment ou à un autre, ça casse, quoi. Ouais, c'est ça. Et on se pose et toujours puis, la question. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'appareils qui évoluent considérablement. Quand on parle des ordinateurs, un ordinateur, il y a une durée de vie, mais il y a aussi le fait que quand on veut faire une mise à jour d'un ordinateur, on ne peut plus la faire parce que l'ordinateur, il est dépassé. Il est obsolète. Et ça participe aussi au fait qu'on est obligé de s'en séparer parce qu'il n'est plus opérationnel. On peut prendre un autre exemple. Là, si vous prenez les baladeurs, par exemple, qui ont bien souvent des batteries scellées. Quand la batterie vous lâche, parce que ça arrive assez fréquemment, c'est le baladeur que vous jetez et vous en rachetez un autre. Donc, sous prétexte de ne pas pouvoir faire réparer un équipement, on s'en débarrasse. À la poubelle. Allez, hop, à la benne. Puis il faut dire aussi qu'on est dans une société ultra consommatrice, consumériste en tout cas, on est d'accord. D'ailleurs, je pense à la future Coupe du Monde de foot là, qui arrive au Brésil. Il y a un phénomène qui se passe avec le rachat des téléviseurs les plus plats, les plus performants. Du coup, c'est pareil, on va faire quoi nos téléviseurs anciens, on va les foutre à la poubelle, c'est ça ? Écoutez, effectivement, mais c'est tout à fait regrettable. Une étude, un sondage de la Sofres a montré, par exemple, que la moitié des frigos, vous parliez de téléviseurs, mais moi je vais vous parler frigos, la moitié des frigos qui étaient remplacés par leurs propriétaires étaient en fait encore en état de marche ou bien réparables. C'est vrai pour 37% des lave-linges, 40% des lave-vaisselle. Ah oui, c'est énorme. Ça montre qu'on se débarrasse de nos équipements alors qu'on pourrait parfaitement soit les garder, soit les réparer. Alors juste, oui, Emmanuel. Si on n'est pas bricoleur, moi c'est mon cas, je ne suis pas bricoleuse du tout. Du coup, qu'est-ce que je fais Et voilà. Et Baudouin va nous le dire parce qu'il a des solutions. Baudouin, il a des pistes pour ne pas jeter et plutôt faire réparer ces objets-là. Effectivement, il y a différentes pistes. Alors, quand vous avez un appareil sous garantie, pas de souci, vous le rapportez, on vous le répare. Quand votre appareil est hors garantie, là, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes un petit peu bricoleur, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel, mais ce n'est pas non plus forcément le mien. Ni le mien non plus, réparer un frigo. Alors là, je mets quiconque sur le plateau au défi de le faire. Voilà, mais bon, si vous êtes un tout petit peu bricoleur, vous pouvez, en vous aidant de certains sites internet, de certains forums. Il y a des tutos aussi, de plus en plus. Qui s'appelle commentréparer.com, qui est un site qui vous donne des conseils, qui vous dit sur quel autre site vous pouvez acheter des pièces, etc. Donc vous pouvez, si vous êtes un tant soit peu bricoleur, tenter une réparation. Commentréparer.com. Voilà. Souvenez-vous-en. Si c'est pas le cas, ce qui est, je pense, la majorité d'entre nous, dans ce cas-là, vous pouvez aussi rechercher un petit réparateur indépendant. Il en existe encore dans les quartiers de nos villes et dans nos campagnes. On peut parfaitement trouver un petit réparateur qui, pour quelques dizaines d'euros, donnera une seconde vie à votre appareil. Vous êtes sûr de ça, Baudouin ? Parce que souvent, on a peur aussi. On se dit, je ne vais pas le faire réparer, ça va coûter le prix de l'appareil. On est d'accord ? Alors, bien entendu, vous faites un devis, vous demandez un devis. Dans ce cas-là, si ça dépasse le prix de l'appareil, ça ne vaut pas le coup. Moi, j'ai fait réparer un ampli comme ça pour 30 euros, qui marche très bien et qui a déjà 30 ans d'âge. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et justement, là, cette idée d'âge est importante. Moi aussi, ça m'est arrivé. Je suis allé voir un réparateur et le réparateur m'a dit quel âge a votre appareil ? Ah oui, c'est le critère premier. Si votre appareil a moins de 5 ans, c'est pas la peine de le faire réparer. Il se trouve que le mien, parce que moi je suis très très soigneux, avait une quinzaine d'années. Il me dit il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comme il a plus de 15 ans, rapportez-le-moi. Je l'ai rapporté et là ça m'a coûté un petit peu plus cher. C'est un lecteur de CD. Alors d'aucuns disent, ceux qui se moquent de moi disent que ah bon, t'as encore un lecteur de CD ? Non mais c'est bien les lecteurs de CD. C'est un bel objet. C'est ringard. Ça balance, hein. D'accord. Je vois l'ambiance au bureau, hein. Bien. Et en fait, pour 70 €, j'ai fait réparer mon appareil et il fonctionne très très bien. Mais c'est parce que c'est un appareil qui était ancien. Qui a plus de 5 ans en tout cas. Donc, oui. Ah oui, c'est flagrant. Maintenant, il y a aussi d'autres solutions. Par exemple, pour tout ce qui est électronique, vous pouvez vous adresser à ce qu'on appelle les Fab Labs. Les Fab Labs, c'est les laboratoires de fabrication.
Ce sont des groupements, en quelque sorte, d'ingénieurs ou de techniciens spécialisés en électronique et qui ont décidé justement de lutter contre ce phénomène d'obsolescence programmée. Donc, qui se regroupent, qui créent des petits ateliers. Des répars-cafés, on appelle ça aussi. Ou des répars-cafés aussi. Et ils vous accueillent avec votre matériel. Ils vous aident à le réparer. Ils vous donnent des conseils. Ils vous passent le matériel, des outils, etc. Et ils peuvent même, avec des imprimantes spéciales, ils peuvent vous refabriquer des imprimantes 3D. Oui, bien sûr, recréer. Vous refabriquer la pièce qui vous manque. Il a perdu ses fiches. Merci Baudouin en tout cas pour toutes ces informations. On va laisser un peu de temps à Suzanne qui va nous parler gastronomie mais dans quelques secondes, vous allez voir. Alors dans la famille des légumes, il y a bien sûr ceux qu'on connaît et qu'on mange tous les jours, et puis il y a ceux qu'on appelle, mais alors tristement, les légumes oubliés. Heureusement, notre amie Suzanne est là pour réparer l'affront. Alors, c'est quoi un légume oublié, en fait? Expliquez-nous, Suzanne. Mais en fait, c'est plutôt on dit légumes oubliés, mais ça peut être aussi sous le terme variété ancienne. Et quand vous pensez au topinambour, au rutabaga... On pense à la guerre, là, excusez-nous. Voilà. On pense un petit peu à la guerre, mais c'est des légumes racines, justement, qui ont refait surface grâce aux cuisiniers. Mais ce n'est pas que les légumes racines qui sont les légumes oubliés, parce que vu qu'on approche de l'été, moi je voulais vous parler des tomates anciennes. Ah ben oui, on va bien sûr en parler ensemble, mais avant de parler des tomates, il y a quand même... On dit légumes oubliés, on sait très bien que maintenant on mange à peu près tous les mêmes légumes, qui sont calibrés de la même manière, il y a une standardisation quand même des légumes, on est d'accord. J'ai l'impression que ces légumes ont disparu en très peu de temps. Que du coup, qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? En fait, on dit qu'environ 75% des variétés ont disparu parce que justement, pour standardiser, pour créer des variétés plus résistantes aux maladies, plus productives, on a tranquillement réduit le nombre de variétés. Ouais, c'est pas bien ça. C'est pas bien, c'est aussi... on parlait de société de consommation, c'est un peu le résultat. Mais les consommateurs ont quand même envie de manger des tomates qui ont du goût, qui ont des couleurs différentes. La gastronomie a un tel vent en poupe que c'est vrai que ces légumes qui ont été un petit peu oubliés ou les variétés anciennes reviennent au goût du jour. Pour le grand plaisir des gourmands. Des jardiniers, oui. Oui. On s'aperçoit, je fais juste une parenthèse, que les semenciers, les fournisseurs de semences de légumes réhabilitent aussi ces variétés anciennes. Ça, c'est bien. Et pour aller séduire des jardiniers qui n'y connaissent pas grand-chose, proposent souvent, moi je pense à des sachets qu'on trouve dans le commerce, des sachets de graines de légumes. Ils couplent une variété nouvelle et puis une variété un peu ancienne pour justement donner envie aux jardiniers de les tester au jardin et voir que elles ont vraiment du goût, aussi. Donc, c'est un légume hybride, c'est ça, inspiré d'un... On combine dans le même sachet une offre d'une variété récemment créée et puis d'une variété ancienne qu'on essaie de relancer sur le marché. Voilà. Alors, en fait, des variétés anciennes, c'est celles que vos grands-parents cultivaient à l'époque. Ouais. Et qui, tranquillement, les gens ont commencé à racheter des graines ou acheter des plants qui étaient déjà démarrés pour mettre dans le potager. Et donc, du coup, on a perdu énormément de variétés sur le long terme. Ouais, mais là, la résistance s'organise et c'est une très, très belle idée. Oui, Ignace, un petit mot. Ça me fait penser à ma maman. Effectivement, ma maman qui est jardinière, elle va planter l'année prochaine les graines qu'elle aura récoltées cette année sur le basilic par exemple. Elle plante du basilic, le basilic elle le laisse à la maturité, elle récolte les graines de basilic et c'est celle-là qu'elle va replanter l'année dernière. Je suis obligé de me battre avec elle pour aller lui acheter des plants de pommes de terre parce qu'elle veut replanter l'année prochaine les pommes de terre qu'elle a récoltées cette année. Mais elle a raison. Et en fait, on a fait ça de toute éternité. Mais bien sûr, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ces légumes, on retrouve finalement des choses qui le bon sens. De replanter ce qu'on a récolté et ainsi va la vie. Alors, on va parler des tomates parce que c'était ça l'idée, légumes oubliés, tomates enchantées avec du goût, des couleurs incroyables, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Je voulais juste revenir un petit peu sur les variétés parce que parfois on est au supermarché et on peut penser que certaines variétés comme les cœurs de bœuf, c'est des oubliés, ça, non? En fait, malheureusement, pas une totale arnaque, mais disons que vu que c'est des légumes qui ont du succès, justement, les producteurs
ont créé des nouvelles variétés de cœur de bœuf plus résistantes. Voilà. Bien sûr, moins fragile. Et du coup, la cœur de bœuf n'est pas si ancienne que ça. Et on lui a fait un petit lifting, quoi. C'est ça. Voilà, c'est qu'on trouve. Elle a les lèvres un peu gonflées comme ça. Pulpeuse. C'est ça. Vous pensez à qui À personne. La même chose que vous. Allez, on y va. Alors que la vraie cœur de bœuf et les vraies variétés anciennes, en fait, elles sont recensées dans le catalogue qui s'appelle comment? Le catalogue officiel des variétés. Ouais. Voilà. Alors, les tomates, il y en a des variétés étonnantes. Il y en a plein. Il y en a plein. On peut en citer quelques-unes et rafraîchir alors, la mémoire. La marmande, par exemple, qui est très bonne pour faire des tomates farcies, la cœur de bœuf. Après, on a la cornue des Andes. La cornue des Andes, on a la bourge. Forme un peu de gros poivron, on va dire. Enfin, c'est ça. Gros piment, oui. Ouais. La San Marzano, la rose de Berne, la Brandywine, l'orange bourgoin, la banane à l'aigle. La banane à l'aigle, les jambes de banane. C'est quoi ça? Que quoi, Baudouin? Qu'est-ce que pour que vous? Alors. J'ai dit la jambe de banane, j'ai pas dit. Jambe de banane. Je ne sais pas d'où vient cette spécialité, mais qui dit rareté finalement, qui dit produit ancien, dit prix plus élevé, non? Est-ce que c'est prix plus élevé, oui et non, parce que quand c'est en saison, les vraies variétés anciennes, vous allez les trouver sur le marché. Vous n'allez pas les acheter en énorme quantité parce que ça ne se conserve pas tellement bien. De toute façon, elles sont plus fragiles. Et puis, parfois, il vaut mieux payer le prix pour avoir des très bons légumes que d'acheter des quantités. Manger peu, mais manger bien. Exactement. Voilà, c'est la devise. Merci, Suzanne. Oh, mais on a oublié quelqu'un. On a oublié qui? Oui, on a oublié le conservatoire de la tomate. Alors, avec le prince de Breuil, Louis-Albert de Breuil, qui a créé le conservatoire de la tomate il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Il en recense 680 variétés dans les jardins de son château. Énorme. C'est absolument superbe. Il y a un bar à tomates pour les déguster. C'est près de Montlouis-sur-Loire en Touraine. Et franchement, cet été, si vous voulez vous renseigner un petit peu sur la biodiversité, qui est quand même le fondement essentiel à la survie des espèces, c'est par là qu'il faut passer. Eh ben, merci beaucoup, Suzanne. Et tout de suite, Ignace nous emmène vers une destination, vous allez voir, sauvage et verte. Alors, cher Ignace, on va vers l'ouest. Il faut toujours aller vers l'ouest. Je sais pas si vous avez remarqué. On va vers l'ouest, oui. On reste en France quand même. On va en Bretagne. On va en Bretagne, ouais. Dans un endroit qui paraît austère parce qu'on l'appelle les Côtes d'Armor. Et en fait, c'est un endroit qui est derrière une austérité de façade. C'est un endroit qui est très très accueillant et avec des endroits absolument fabuleux. Alors on va où? En Bretagne Nord, en Côte d'Armor? On va à Paimpol. Ouais. Donc Paimpol, ce petit port des pêcheurs d'Islande. Et là, on suit la route qui va jusqu'à une pointe qui s'appelle la pointe de l'Arc-Ouest. La route suit la baie de Paimpol. La baie de Paimpol a une particularité, c'est que comme les marnages, c'est-à-dire la différence entre la pleine mer et la basse mer, sont très importants dans ce coin, la baie de Paimpol se vide complètement à marée basse et se remplit d'eau à marée haute. C'est toutes les 6 heures, donc le spectacle est complètement changeant. Et donc on peut prendre cette route autant de fois qu'on veut. On ne verra pas du tout la même chose en fonction de la lumière et en fonction de la hauteur d'eau. Quand on arrive à la pointe de l'Arc-Ouest, on surplombe un archipel qui est composé, les géographes disent qu'il y a à peu près 90 îles et îlots qui comportent cet archipel. Mais les 2 grandes îles qui aujourd'hui n'en font plus qu'une, c'est l'île de Bréhat. Eh oui, la merveilleuse île de Bréhat. Quand on arrive sur la pointe de l'Arc-Ouest et qu'on voit cette île avec tous ces rochers complètement déchiquetés qui sortent de l'eau, donc 10 mètres au-dessus de l'eau quand c'est la basse mer, on ne se rend pas compte que quand on va arriver sur l'île, on va arriver tout simplement dans un petit paradis. C'est vrai. Et puis la couleur des rochers, c'est cette couleur rouge comme ça. Alors on appelle Bréhat l'île verte et rose. Ouais. Verte parce qu'effectivement toute la partie sud de l'île est complètement envahie de végétation. On en parlera tout à l'heure. C'est un vrai jardin botanique en effet. Et rose parce que ces rochers roses qui sont l'apanage d'un peu plus à l'ouest de Trégastel et tout cet endroit, ils commencent à cette partie de la côte et c'est vrai que au soleil couchant, principalement, on a des visions absolument extraordinaires. C'est magique. Mais comment on se rend sur cette belle île de Bréhat, Ignace? Alors, vous n'avez pas le mal de mer, j'espère, Frédéric? Un petit peu, mais là, on va pas très loin, je crois. Vous ne l'aurez pas très longtemps, puisque la traversée dure 10 minutes. En fait, on a 2 kilomètres, on traverse un chenal qui s'appelle le chenal du Ferlat.
Alors on le traverse avec une vedette si on veut, mais on peut aussi prendre un petit... La vedette, ça s'appelle les vedettes de Bréa, je suis désolé. C'est pas grave. Et donc, oui, c'est ça, c'est pas cher et c'est très rapide. Voilà, donc, on peut le traverser aussi avec un petit canot, si on en trouve un. On peut le traverser en dériveur aussi. Attention au courant, parce qu'il y a des courants très très forts sur le chenal. Méfiance, et on arrive à un endroit qui s'appelle Port-Clos. C'est le port important du sud de l'île. Port-Clos, alors toujours pareil sur cette histoire de marée, vous ne faites pas le même trajet quand la marée est basse. Quand la marée est basse, vous allez faire pratiquement 300 mètres sur un promontoire, alors que quand la marée est haute, le bateau va vous poser pratiquement au bord de la plage, à côté d'un hôtel qui s'appelle l'hôtel Bellevue et qui porte bien son nom parce que c'est un des 3 hôtels de l'île. Alors, je parlais de cette île qui est en 2 parties, et elle n'est plus en 2 parties vraiment physiquement, puisque dans les années 1650, on a commencé à combler l'isthme qui est entre les 2 îles. Et ces 2 îles ont des cachets vraiment très très étonnants. La première île, l'île du Sud, et c'est peut-être parce que c'est l'île du Sud, elle est très colorée. J'ai par exemple vu récemment, j'y étais, il y avait des rhododendrons en fleurs qui faisaient plus de 3 mètres de haut. Il y a des échiomes qui montent à plus de 3 mètres aussi. Et on se balade comme ça dans des chemins avec des maisons qui sont cachées dans la végétation. Tout ça, c'est très coloré, c'est du vert avec beaucoup de couleurs. C'est les maisons des Terre-Neuve, vous le disiez, de ces grands marins, et d'ailleurs qui ont ramené toutes sortes d'essences végétales qui ne sont pas du tout endémiques. Mais c'est vrai, quand on se balade à Bréa, je ne sais pas si Manuel, moi, vous je connaissez. ne connais pas, mais justement, je me demandais, je crois qu'il y a un véritable microclimat sur absolument. l'île, on est d'accord. Puisqu'on a des mimosas, on a des plantes méditerranéennes qui poussent partout d'Afrique du Sud aussi, vous le disiez, c'est ça. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'île est assez vallonnée, et quand vous êtes au sommet de la colline, vous êtes dans un espace avec du vent, avec des choses comme ça. Vous descendez de la colline, vous êtes juste dans un endroit qui est protégé de tout, et protégé de tous les vents. Il gèle pratiquement jamais sur l'île de Bréa. On a des espèces qui ne survivraient pas ailleurs et qui survivent à cet endroit-là. Alors ça, c'est l'île du Sud. L'île du Sud, c'est la plus habitée. Il y a un petit bourg avec une petite église. Oui, voilà. Et puis on peut d'ailleurs... alors, j'en parle parce que je connais. On peut déjeuner, se restaurer, on peut même dormir, effectivement. Et l'autre côté, c'est quoi? Alors, quand on passe cet isthme, alors à pleine mer, c'est assez étonnant parce que l'isthme, il fait juste 3 mètres de large, comme ça. On a l'impression de passer dans un autre monde parce que le nord de l'île, il est complètement différent. C'est une lande battue par les vents, avec une côte très très déchiquetée des 2 côtés. C'est l'Irlande, plus on monte vers le nord, plus c'est sauvage. Et la perle de l'île au nord, c'est un petit phare, c'est une sorte de crayon à bout rouge qui est posé tout au nord de l'île. Ça s'appelle le phare du Pan. Et le phare du Pan a été reconstruit parce qu'il a été dynamité par les Allemands. Et aujourd'hui, il y a une terrasse. Et alors, c'est absolument fabuleux d'amener son pique-nique et de venir pique-niquer juste sur cette terrasse avec la mer autour. Et la mer est assez particulière parce que je parlais des marées tout à l'heure et des courants. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est dans un torrent. Dans les Viveaux, vraiment, on est là et on écoute le bruit de l'eau qui coule le long des rochers. On est juste au paradis. Pour terminer, Ignace, on se déplace comment sur cette île? Pas de voiture? Pas mal? Pas de voiture. Un peu de vélo, mais surtout de la marche à pied. Surtout de la marche. C'est petit, ça fait 3,5 km de long sur 1,5 km de large. Donc, pas de problème, on peut se déplacer à pied. Merci beaucoup, Ignace, pour cette belle balade. C'est ainsi que le MAG se termine. Toujours en direct de la Nuit Verte. Vous avez vu la vue incroyable de la Tour Eiffel. On espère en tout cas que vous avez pris plaisir à regarder cette émission. On se retrouve samedi prochain sur Campagne TV à 19h30. Si vous voulez revoir cette émission, elle est diffusée le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30 et le vendredi pour les matinaux à 6h30. On vous embrasse très très fort. On vous souhaite une très bonne semaine sur Campagne TV et longue vie à la Nuit Verte. À bientôt. Salut.